bien dans son job pour parler d'un sujet dont on parle assez régulièrement sur ce plateau, parce que Smart Job aborde cette question du burn-out à travers des livres, des témoignages, à travers des études aussi portées par de belles institutions comme l'APEC. Hélène Garner, ravie de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes directrice des données et des études justement à l'APEC. À travers une étude sur la reprise du travail après un épisode d'épuisement professionnel, qui revient finalement à parler de burn-out. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une augmentation d'abord du nombre de cas de burn-out chez les cadres à travers les données que vous avez, puis on s'intéressera ensuite à la reprise du travail? Alors, merci pour votre invitation. En effet, cette étude parue en décembre 2024, elle montre que les cadres sont particulièrement exposés à ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. Alors, ça recouvre plusieurs choses, dont le burn-out, mais on a aussi le burn-out ou le bore-out, c'est-à-dire l'épuisement par l'ennui ou l'épuisement par la perte de sens. Dans tous les cas, cet épuisement, il se traduit par un phénomène d'usure cognitif, mental, émotionnel, qui est lié au travail. Et donc ça, c'est vraiment l'articulation avec le travail qui caractérise l'épuisement professionnel. Est-ce que c'est en hausse? On a des données, notamment des arrêts maladie, pour ce motif, qui sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, l'épuisement professionnel, ça représente 23% des arrêts maladie de longue durée, c'est-à-dire de plus de 30 jours. Et les cadres, ils sont particulièrement exposés, ils sont particulièrement vulnérables à l'épuisement professionnel par rapport aux autres catégories socio-professionnelles. Il faut rappeler quand même, ça c'est 95% de vos chiffres, ça c'est la base de vos données, ce qui est le cœur de votre métier. 95% de ces personnes en épuisement professionnel se disent investis dans leur travail, pour ne pas dire surinvestis. C'est-à-dire qu'il y a aussi un surinvestissement parfois et on n'est pas récompensé des efforts que l'on a faits. Tout à fait. C'est ce qui explique que les cadres sont particulièrement exposés parce qu'ils ont un rapport au travail particulier. Plus engagé. Voilà, qui se traduit par un très fort investissement dans le travail. Comme vous le dites, il y a près de 9 cadres sur 10 qui disent se surpasser pour dépasser les objectifs. Près de 7 sur 10 qui travaillent le soir et le week-end. Donc, il y a une extension du domaine du travail pour les cadres, y compris dans la sphère professionnelle. Une grande flexibilité horaire et ça fait partie de leur identité. Donc, l'identité cadre, elle se caractérise par ces phénomènes. Mais ça peut conduire à de l'épuisement professionnel parce qu'il y a aussi des difficultés à reconnaître cet épuisement ou les signes. Il y a une forme de déni pour les cadres qui s'apparenterait à une forme d'incompétence. Donc, ça n'aide pas non plus à prévenir ces phénomènes d'épuisement parce qu'il y a une difficulté à les avouer, à les reconnaître. Oui, on le dissimule, on le cache et on ne veut soi-même pas voir. Pas le voir. Souvent des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. Ouais, et ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a publiée en décembre, c'est qu'on a interrogé des cadres qui avaient connu un épuisement professionnel et une rupture du contrat de travail, mais aussi des proches qui racontent justement les difficultés à faire prendre conscience des signes d'épuisement qui sont l'insomnie, le stress, les troubles alimentaires, par les cadres eux-mêmes. Donc il y a vraiment un temps d'appropriation pour se rendre compte qu'on est dans une situation d'épuisement. Alors Hélène, ça c'est une photographie, je dirais, un peu sombre de la situation des cadres, des hommes et des femmes largement impactées, elles aussi. Alors les femmes un peu plus que les hommes. Elles sont un peu plus exposées que les hommes parce qu'elles ont en plus, on le sait, des charges familiales qu'elles assument plus que les hommes. Et donc les femmes cadres avec de jeunes enfants sont surexposées à l'épuisement professionnel. Avec l'enjeu des familles monoparentales, parce qu'on est parfois divorcé et on doit gérer son travail et ses enfants, qui est un autre sujet. L'APEC, quand même, sur les recommandations. Une fois qu'on a fait cette photo et que vous avez extrait ces données qui sont inquiétantes, quelles sont les recommandations de l'APEC lorsque on a eu un collaborateur qui était en épuisement, pas forcément en burn-out, qu'est-ce qu'on lui propose? Alors, il y a des dispositifs de prévention en entreprise, évidemment, auprès de la médecine du travail, auprès des ressources humaines. Mais on insiste beaucoup dans l'étude sur le fait qu'il y a plusieurs phases à respecter et notamment une phase d'accompagnement, y compris dans la reprise de travail. C'est-à-dire quand le cadre revient après un certain temps. En douceur. Voilà. Et donc, il y a un accompagnement qui est nécessaire à la fois par le management proche, mais aussi par les ressources humaines. Donc, on en prend soin. On en prend soin. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a différentes phases et la phase de
reconstruction du projet professionnel du cadre, qui est un peu la phase pré-reprise du travail, elle peut se traduire aussi par un changement de métier, un changement de secteur, un changement de statut. Donc on ne revient pas forcément dans la même entreprise, on ne revient pas forcément sur le même poste. La prise de recul qu'on a eue par rapport à l'événement d'épuisement professionnel peut conduire à revoir ses priorités, les modalités de travail. Le statut d'indépendance, par exemple, ça peut être un levier pour télétravail, mieux maîtriser. coaching, exactement. Et aménager autant que faire se peut les conditions de travail et le poste. Pour ne pas retomber dans un épuisement. Sujet important, cet enjeu d'épuisement professionnel qui englobe notamment le burn-out, mais pas seulement. Merci Hélène Garner d'être venue nous rendre visite. Tout ça, ce sont des données issues des chiffres, des datas de l'APEC, directrice des données et des études au sein de l'APEC. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tiens, on s'intéresse aux managers, mais qui sont des cadres. Ces managers n'ont plus la cote, ils sont un peu entre deux cymbales. À la fois doivent gérer leurs équipes avec humanité, avec bienveillance, et puis de l'autre, ils doivent aussi respecter des process, des KPI, comme on dit dans l'entreprise. Et c'est souvent extrêmement complexe. Et les managers n'ont plus la cote. On en parle avec nos invités. C'est le débat de Smart Job, et c'est tout de suite.